Là, je suis bon, on est parti, c'est la bonne. Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises. Un podcast de Séance Radio, la web radio du cinéma. À MDR, on aime analyser et discuter des comédies françaises. On aime parfois les scruter. Et parfois, on s'y attarde, on revient avec grand plaisir sur des grands classiques. Et le classique du jour, c'est À la 2 avec Kev Adams. je te demandais où j'allais là. La personne qui rit à mes côtés, c'est Hugo Alexandre. Salut Daniel. Rihanna. Incroyable. Mais c'est à la 2. C'est quoi l'urgence? Nous avons de la visite. Moi, Shahzaman, je suis venu en 1, prendre Bagdad, en 2, épouser ta femme. Répète ça, Rastaman. Ouais, c'est quoi cette épée de merde là? Ramène-moi l'épée qui fait peur. Bon ben, c'est reparti. Tu nous téléportes à Bagdad, on va libérer la princesse. Let's go baby. Ok. C'est un petit cafouillage au démarrage. Petit cafouillage au démarrage, c'est pas le cas de Alad 1. Et je tiens juste à remettre en contexte un petit peu ce qui se passe. C'est que le courage en 2018, c'était de soutenir que Aladdin était digne d'intérêt. C'était mon cas. Il y avait 2-3 gags que je trouvais intéressants. Je trouvais que les morceaux musicaux étaient pas mal. Vas-tu être courageux aujourd'hui? Je suis courageux, mais pas fou. Faut pas déconner. Hugo, je vois à ton rictus que quelque chose t'a tourmenté dans Aladdin 2. Est-ce que tu peux m'expliquer quoi? À peu près tout le film en fait. Déjà, j'adhérais pas spécialement à la 1, bien qu'il y a certaines choses qui fonctionnaient pas mal, notamment l'aspect, le dispositif d'un mec qui raconte une histoire et on voit les deux histoires parallèles qui sont racontées. Et là, c'est le même dispositif, mais totalement négligé. Mais en à fait. minima. Hein. Mais oui, en fait. Donc c'est Kev Adams qui prend l'avion de nos jours, enfin le personnage joué par Kev Adams, dont on ne sait pas qui c'est. Il rencontre un enfant dont on ne sait pas qui c'est non plus, on ne sait pas où sont ses parents, on ne sait rien en fait. Et il le fait chier. Il le fait chier pendant tout le vol, on lui raconte une histoire. Après, il y a une hôtesse de l'air qui débarque, il lui raconte son histoire sans que... ça n'a aucun sens en fait. Et ça se termine sur une séquence dans cette réalité où tu n'en as rien à foutre de ce qui se passe et tout. Et il n'y a pas du tout d'échange entre l'histoire qui est racontée et de retour à l'histoire, parce que dans le premier opus... Disons, dans le Nouvelles Aventures Verse, puisqu'on peut parler de ça, puisque maintenant il y en a 3. Ouais. Bah, c'est là où c'est le moins bien exploité, parce qu'il y a eu Cendrillon aussi. Il y a eu Cendrillon, qui n'était pas non plus de la folie, mais... Mais je te cache pas qu'à la fin de l'épisode, on va faire un super Nouvelles Aventures Battle et on va faire le classement ultime. Il y en a que 3 là. Il y en a que 3 pour l'instant, mais c'est suffisant pour faire un podium. C'est vrai. Et alors là, il y a quand même un nouveau dispositif et moi je vais t'avouer un truc, et c'est à quel point les bandes annonces peuvent être parfois bien faites, c'est que j'y croyais à celui-là. Et pourquoi j'y croyais, c'est pas... non, mais regarde pas comme ça. Pourquoi j'y croyais, c'est que, pas forcément pour Jamel Debbouze, puisque c'est le nouveau personnage important, c'est le nouvel antagoniste. Ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait la promesse de Eric versus Ramsey. Et la bande-annonce, elle te vend ça, elle te vendait ça, et moi je me disais, putain, non seulement c'est un film qui les réunit, ce qui est pas si courant, en plus Eric et Ramsey aujourd'hui, c'est pas les mêmes Eric et Ramsey qu'avant, ils ont atteint un nouveau stade. Ah oui, il y avait une réflexion sur la carrière de chacun qui se Oui, moi j'ai vraiment, moi j'avais intellectualisé le truc à fond, quoi. Je me suis dit, putain, il va y avoir vraiment une vraie promesse de Eric versus Ramsey. Et en fait, je sais même pas s'ils s'adressent la parole une fois. Et il y a un duel. En fait, il y a un duel. À un moment, ils font « Oh là, attention, duel de génie ». Et en fait, c'est le seul moment où il y a une interaction avec le retour au présent, là. Et c'est eux-mêmes qui disent dans le film « Mais en fait, il est nul, votre duel, arrêtez-le tout de suite ». Et en fait, ils arrêtent et on passe à autre chose. Enfin, ils se sabordent eux-mêmes, quoi. J'ai l'impression que c'est un film qui se saborde lui-même, déjà parce qu'il a pas beaucoup d'idées. Alors, moi, je peux comprendre pourquoi on fait un à la 2. C'est quand tu as fait 4 millions avec le premier. Et c'est normal de faire une suite. Enfin, ça paraît cousu de fil blanc. En plus, il y a eu l'histoire du procès pour les nouvelles aventures de Cendrillon, parce qu'il quand même, il y a eu un concept volé, concept surpuissant de... Ah, c'était pas la même team. C'était pas la même team du tout. Je crois qu'il y a eu un procès et tout. Ça a été sanglant. Et si t'imagines, à la 2 arrive tout déglingué déjà au début. Et surtout, en fait, il y a un vrai problème, c'est que c'est un peu
peu de choses près la même histoire. Je l'ai pas rappelé. Aladdin s'ennuie au palais. Et après une petite séquence Assassin's Creed, tout d'un coup est parachuté Shazam joué par Jamel Debbouze, et il décide de prendre la princesse. C'est quoi? C'est Sherazade. Non, elle a un nom, mais je me souviens plus. Il décide de. De toute manière, elle a pas grand chose. C'est peut-être celle qui s'en sent presque le mieux parce que. Elle essaie pas d'être drôle en fait, donc du coup c'est pas un échec, mais bon, ça reste pas très intéressant quoi. Putain, les ambitions. Et du coup, Aladdin s'enfuit du palais et il va passer tout le film à essayer de revenir au palais. C'est à peu près la seule chose qui se passe en fait. Ouais, en fait le truc c'est que ce film c'est un double one-man show, d'une part de Kev Adams, ce qui était déjà un peu le premier, et d'autre part de Jamel Debbouze, qui chacun parallèlement à l'autre font leur sketch tout seul face à la caméra. Et à de rares moments, ils se rencontrent et pour dire des conneries. Ils se rencontrent 3 fois, quoi. Alors, à tel point qu'ils veulent tellement les faire se rencontrer qu'à un moment, ils se téléportent. Il est très loin de Bagdad. Il se téléporte à Bagdad pour une seconde et puis ensuite, il revient. Il repart. Et, il y a de multiples séquences de téléportation qui servent avec des effets spéciaux incroyables. Pas grand-chose. Il y a un vrai problème d'écriture. Il y a une scène où Jamel Debbouze se regarde dans un miroir. Et il y a Kev Adams qui se téléporte et qui arrive devant le miroir. Et en fait, Jamel Debbouze croit que c'est son reflet dans le miroir, il se voit lui et l'autre à côté. Et en fait, la scène dure 1 minute où Kev Adams mime les mouvements de Jamel alors qu'ils sont tous les deux côte à côte, quoi. Ça n'a aucun sens. Il n'y a rien de sens dans ce film. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose qui a du sens. Et alors, du coup, on est ravis de... Quand on débarque Eric Judor, vraiment, j'ai pris un ouf de soulagement quand il arrive... parce qu'Eric Judor est devenu un humain entre-temps et en fait il va redevenir c'est vrai que lui il est drôle. Eric Judor est très 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 drôle. Tu peux lui donner n'importe quoi, il arrive à te faire quelque chose, de te faire pouffer un peu quoi. Tu sens que lui il a eu les bonnes répliques et les autres je peux pas croire que Jamel Debbouze c'était écrit, je crois que c'était vraiment de l'impro quoi. Ouais, je pense qu'il y avait des trucs écrits qui étaient pas top. Et Eric Judor arrive à en faire quelque chose. Alors, je sais pas, il prend un accent wesh wesh, et donc du coup, ça fonctionne un peu. Jamel Debbouze, pour moi, ça fonctionne. D'ailleurs, Jamel Debbouze prend un accent aussi, un accent un peu berbère, mais en fait, il est. Enfin, alors, je veux dire, pourquoi Aladdin aurait pas d'accent du coup? Enfin, c'est pourquoi faire ça? Il prend l'accent comment ça s'appelle déjà le personnage dans Les Guignols de Oussama Ben Laden en fait. Si tu regardes, je sais pas ce qu'il prend comme accent. Il fait l'accent Oussama Ben Laden. Et d'ailleurs, à juste titre, puisqu'il joue un espèce de petit dictateur. Ah oui, toi, t'es vraiment dans l'analyse, en fait. Ah non, mais je décode pas, moi. alors que quand même, passable, c'est un film, en plus, c'est ça le pire, c'est que c'est assez chiant, quoi. Je l'ai vu dans une salle bondée d'enfants. Faut pas oublier que ce film a déjà fait 1 million d'entrées. Je sais que c'est pas ton cas, ta salle était un peu plus vide. J'étais seul. Et ça m'est jamais arrivé, je crois, à Paris, de voir un film dans une salle. Alors peut-être que ça joue dans ma perception du film, c'est que personne rit autour de moi. Donc je me suis dit, bon. Et, non, mais moi, ça riait pas non plus énormément. Oui, j'imagine. Ou alors, ça riait pas au même moment, tu vois, c'est justement comme quand les... Il n'y a pas de cohésion du spectateur. Il n'y a pas de cohésion du spectateur. On va s'écouter un petit extrait pour se remettre ce moment en tête. Moi aussi, je vois un lampe magique. Bienvenue au marché noir. Il n'y a que des mecs ici. Il suffit que vous rendiez jalouse la princesse. Pour cela, il faudrait qu'elle vous voie avec une autre femme. Alors, vous me trouvez comment? C'est qui celle-là? Une amie qui vient d'Yvelines pour me rendre visite. C'est un génie génial. Vous êtes un maître. 90. Bataille du génie. C'est tout. Ok, on fait quoi là? Tu me fais confiance? Bien sûr que non. Ça marche. Aladdin! À la 2! J'ai besoin de circuler de manière extrêmement discrète. Tu penses que tu peux me transformer en garde? Check ça. Viens! Attends, c'est quoi cette voix là? C'est pas le pire. Et là, je crois qu'il a été transformé en boudeur. Oui, c'est ça. C'est gros. Il y a de multiples caméos dans ce film, et alors, comme souvent les mauvaises comédies. Oui, et il y a un truc, c'est qu'il a été transformé en boudeur pendant quelques secondes, de manière à insister sur le fait qu'il est devenu moche. Et c'est ça le truc de ce film, c'est que Kev Adams est de fait le personnage le plus beau parce qu'il a enlaidi tout le monde autour de lui.
Si tu remarques, t'as pas remarqué ce vrai problème de beauté? Bien joué. Il y a un vrai. Il a aussi pris des muscles. Et d'ailleurs, plein de vannes sur sa musculature dans le film. Alors, ce qui me fait penser qu'il y a Aladdin, le film live, qui sort bientôt d'après l'œuvre d'après le film Disney. Ah oui. Et cet Aladdin-là m'a l'air un peu plus in character puisqu'il porte, quand il est torse nu quand même, il est pas sous son gilet quoi. Il essaye d'être un peu plus beau gosse, alors que dans l'autre, tu vois, il y a une espèce de... Il a un t-shirt sous le gilet, tu vois, il y a un truc qui passe... Non, mais ce que je veux dire, c'est que celui-là, il comprend son public et il veut donner du cheesecake et donc il donne du Kev Adams torse nu assez souvent. Ouais. Et puis qu'il chante aussi, enfin c'est vraiment... Les morceaux chantés sont nazes. Ah, c'est horrible. Ah, ils sont vraiment horribles. Il essaie de faire un truc un petit peu second degré avec des vannes dans les coins, mais... On sent quand même qu'il s'aime bien et qu'il a envie de se mettre en avant et de faire un peu des exploits personnels, que ce soit chanter ou des tunnels de comédie qui sont pas marrants. Bon Hugo, il faut qu'on en parle et ça c'est très important je pense pour la 2. Je vois à ton sourire que tu comprends ce dont je veux parler. Pas du tout en plus. Si. Ah oui, si, c'est bon. Si. À chaque fois j'en parle. Je le lis dans tes yeux. À chaque fois j'en parle dans MDR comme d'une référence un peu en termes de film, c'est-à-dire quand un film est pourri, mais il y a parfois un petit gag qui te fait rire, et c'était le cas dans la 2, c'est la flûte dans le cul. Et la flûte dans le cul de Kev Adams. La flûte dans le cul, ouais. Et en fait, je crois qu'il y a tellement de gens qui en ont parlé sous le signe du genre quel coup de génie. Comme moi, je me sens responsable de ce qui est arrivé. Et que c'est en partie de ta faute. Oui, je plaide coupable. Que du coup, il y a vraiment une méta-référence sur le premier film. Quand Éric Judor, il rentre dans la maison des génies et il voit arriver Aladdin et tous les génies se mettent à faire c'est Aladdin, celui qui s'est pris la flûte dans le cul. Et là, tu vois toute une salle de génies qui fait flûte dans le cul, flûte dans le cul, flûte dans le cul. Et alors, c'est à la fois drôle et un peu inquiétant. Ouais, je dirais pas que c'est une scène drôle, mais c'est une scène intéressante en tout cas. C'est pas une scène drôle, mais enfin, je t'ai dit inquiétante, mais ce qui est génial, c'est qu'il y a Éric Judor qui est derrière et qui fait premier sur la flûte dans le huc. C'est hilarant. Ouais, non, mais c'est ça en fait. Toutes les scènes sont magnifiées par Éric Judor, sauf qu'on le voit très peu. Il dit juste, tu sais, en fait, c'est comme un backer dans les concerts de rap. C'est le mec qui est dans le fond et qui fait un peu le flow derrière. Et parfois, c'est lui, tu vois, tu comprends bien que c'est lui qui met l'ambiance, c'est pas le chanteur, quoi. Ah ouais, c'est ça. Et dans cette scène-là aussi, il dit, il y a toute une mode qui s'est lancée. Il y en a qui se mettent des saxos, des trombones et tout. Non, si c'est pas une impro d'Éric Judor aussi. Je vois pas ça écrit. Je pense que c'est trop génial. C'est vraiment pas fort. Enfin, c'est limite un petit détail que t'entends même pas. Donc, je sais pas. Et alors, la question, c'est 1 million d'entrées. Alors, c'est moins, mais est-ce que ça veut dire que Kev Adams... Moi, quand je vois ce film, je vois les limites de Kev Adams. Ouais, mais on les connaissait déjà, ces limites. Ouais. C'est que c'est pas un très bon acteur. Mais en fait, il a un public, et je pense que ça s'adresse pas du tout à des gens comme nous, ça s'adresse à des ados, à des fans de Kev Adams. Et il y a toujours 1 ou 2 millions de fans pour aller voir ça, je pense. Et puis, plus ils vont grandir, et moins ils vont y aller, quoi. Ouais, et puis il y aura un nouveau Kev Adams dans 10 ans qui va débarquer, et puis il fera venir les gens de son âge. Comment tu vas casser le groupe? Donc, non, c'est le cycle de la vie. C'est le cycle de la vie. Chaque génération a son Kev Adams. Ouais. Alors, qui était le Kev Adams il y a 10 ans? Ça, je sais pas, en fait. Peut-être Jamel Debbouze, d'ailleurs. Mais justement, il y a un vrai truc de génération. C'est-à-dire que dans leur opposition, tous les deux, tu sens que c'est Jamel Debbouze qui avait envie de jouer avec Kev Adams parce qu'il se disait c'est le moi de la nouvelle génération, quoi. Ouais, ça me fait penser au spectacle qu'il avait fait avec Gad Elmaleh aussi. C'est bien le côté passage de génération. Il y avait Jamel Debbouze dedans aussi, qui faisait une petite apparition. Donc le côté fameux celui où ils imitent les Chinois là. Oui, le fameux. Ouais. Et en fait, dans ce film, Jamel Debbouze est, je trouve, pas beaucoup plus efficace que Kev Adams. Donc peut-être que c'est bien qu'il laisse sa place aux jeunes. C'est tout simplement pas écrit à l'image du métafilm, quoi. Le métafilm qui est tellement nul que tu te demandes pourquoi ils l'ont mis juste pour justifier le... Ouais, c'est étonnant parce que Éric Judor, il arrête pas de dire à longueur d'interview, je reçois que des scénarios de merde. Enfin, il dit pas ça comme ça, mais il dit que les comédies actuelles sont vachement paresseuses au niveau du scénario.
il accepte de tourner dans ce truc, quoi, il n'y a rien d'écrit. Mais je crois qu'en fait, tu sais quoi, ce qui s'est passé pour que Éric Judor le fasse, et Ramzy, je pense que c'est parce qu'il a eu un coup de fil d'Éric Judor, il n'y a aucune autre raison. Ouais. Mais pourquoi Éric Judor l'a fait? C'est parce qu'on lui a montré juste un clip vidéo, et ça devait être la flûte dans le cul, il s'est dit, putain, il faut que j'y aille le faire. Mais je crois que c'est la seule chose qu'il avait vu. Ça a convaincu tout le monde, la flûte dans le cul, c'est pour ça qu'il y a autant de gens dans ce film. Donc du coup, c'est un film qui s'est fait quand même sur une blague anale. Et combien, maintenant, je veux savoir combien tu mets pour aller le voir. En sachant que, n'oublie pas, il y a quelqu'un qui a fait sur Sens Critique la liste de tous les films dont on a traité depuis le début, et avec tous les films qu'on a évoqués dans les recos. Et donc, il y aura ton nom associé avec le prix à tout jamais. N'oublie pas. Oh putain, faut que je réfléchisse. Il y aura bien, Hugo, 2 points, 10 euros. Je vais essayer d'être précis. Alors, je vais mettre 9 centimes pour le caméo d'Éric Judor et 4 centimes pour celui de Jean-Paul Rouve qui est marrant aussi, mais qu'on voit moins souvent. Il est sur une scène en fait. Il est très très bref, ouais. Très bref, mais plutôt efficace. Il était dans le premier. Ce qui nous fait un total de 1 centime pour... non, je m'arrête là. 13 centimes, ça suffira comme ça. Alors, pour ma part, écoute, je vais mettre... T'as mis combien? 13 centimes? Ouais. Non, moi je mets 1 euro pour Éric Judor. Et juste pour Éric Judor. Généreux. Ouais, mais bon, je pense que c'est pour aider la création, pour aider Éric Judor, et en n'oubliant pas qu'on aime tellement Éric Judor ici, c'est assez dingue en fait. C'est vrai. Est-ce que tu aurais une reco? Et je suis sûr que ça sera pas une reco Éric Judor en plus. Non, j'ai essayé de chercher ce que j'avais vu de Kev Adams, et ce que j'ai vu de moins mauvais, c'est Fiston. Ouais, on est d'accord. Et c'est pas grâce à Kev Adams, puisqu'il partage l'affiche avec Franck Dubosc. Tu veux dire God Dubosc? Voilà. C'est une espèce de comédie romantique où c'est un ado qui cherche à séduire une de ses camarades de classe, et donc il va demander conseil à un mec, un vieux, joué par Franck Dubosc, un vieux gourou qui a réussi à séduire la mère de sa target. C'est presque le plot de Karate Kid, mais sans le karaté. Et sans chinois. Donc, Franck Dubosc, donc sympa. Voilà. Bon, écoute, pour ma part, moi, je me suis dit, est-ce que je vais céder à la simplicité, juste en disant, la dernière fois que Jamel Debbouze était vraiment bien, c'était quand le film qui fait à peu près l'unanimité ici, c'est quand même Astérix et Cléopâtre, quoi. Ah ouais. Astérix et Cléopâtre, il est vraiment bon dedans, et en plus, il a su capter toute cette génération. Avec Jamel, en fait, c'est le premier qui vient, et c'est peut-être le seul, je sais pas s'il est si efficace que ça au cinéma, en fait. Sauf quand c'est un vrai gars, miracle. C'est un vrai gars de scène, quoi. Ouais. Parce que moi, j'ai vu La Vache l'année dernière. Enfin, non, c'est à 200. Tu sais, c'est un truc où un mec qui traverse toute la France avec une vache. Ah ouais. Il y avait Hollywood aussi qui était fameux. Non, Hollywood, c'est horrible. C'est un de mes pires souvenirs de cinéma. Je suis d'accord. Je déteste Hollywood. Mais on en reparlera peut-être dans le prochain épisode, sache-le. Merci à Jules, notre fakir à la technique. Pour nous retrouver, c'est MDR sur Apple Podcasts et toutes les applis dédiées. Merci de vous abonner et de laisser des commentaires et d'en parler autour de vous. La semaine prochaine, on a évoqué Hollywood. C'est quelque chose de pas si loin. Ça se passe aux États-Unis. Oh là 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 là, quel suspense. À bientôt, à la semaine prochaine.